Hier soir, nous étions à Nîmes, avec ma femme, au Cercle de l'Avenir, pour parler d'Aragon. Et le hasard a fait que le lendemain, vous avez remis au poste de commandement la femme, Elsa Triolet, puisque c'est d'elle que nous allons parler ce soir. Alors, je voudrais vous dire, c'est bien d'avoir, de consacrer un petit peu de temps de réflexion à Elsa Triolet, parce que, comme toujours, lorsqu'il y a une femme et un grand homme à côté d'elle, la femme a tendance à tomber dans les oubliettes. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Aujourd'hui, Aragon est reconnu partout magnifiquement comme un grand poète, un grand écrivain, etc. Il a 7 volumes dans la bibliothèque de la Pléiade, et il y en a un 8e en préparation. Et la bibliothèque de la Pléiade, c'est le panthéon des écrivains. Quand vous êtes dans la bibliothèque de la Pléiade, vous êtes quasiment dans l'éternité. Bon. Alors, eh bien, pour Aragon. Mais Elsa Triolet, elle, on n'arrive pas à faire publier un tome, un Pléiade consacré à Elsa Triolet. La réponse est toujours la même. Lui, oui, grand écrivain, bien sûr. Mais elle, franchement, vous voyez, c'est une écrivaine mineure. Même là, tiens, avant de venir, vous savez, c'est une anecdote, mais symptomatique. Sur les autoroutes, vous voyez maintenant des panneaux marrons qui présentent un peu les lieux que vous traversez sur l'autoroute. Et puis parfois, vous avez à présent, vous avez des visages de personnalités du coin. Si vous passez à Illiers-Combray, vous avez la figure de Proust. Si vous passez, comment ? Non, de Marcel Proust. Si vous passez à Langres, vous avez Diderot, etc. Vous voyez, on voit Alors maintenant, nous allons avoir sur l'autoroute A10, à hauteur de Saint-Arnoux en Yvelines, qui est l'endroit, la petite ville où Elsa Triolet et Aragon ont vécu une grande partie de leur vie, eh bien, on va avoir un panneau. Un panneau avec le visage des deux, et puis Maison Elsa Triolet Aragon. On est très content, mais il a fallu se battre pour l'avoir, parce que le Vinci, celui qui gère le destin de l'autoroute, nous avait dit, écoutez, il y a 2 critères pour être sûr, pour avoir un panneau. Le premier critère, c'est d'avoir une renommée incontestable et nationale. Ce n'est pas le cas pour Elsa Triolet. Vous voyez, en gros, pareil, ça continue. C'est une gloire locale, quoi. C'est une dame, oui, c'est une écrivaine, d'accord, mais enfin, vous voyez, bon. C'est tout juste si on ne nous dit pas, c'est pour les dames de la paroisse, vous voyez. Et puis, Aragon, oui, alors Aragon, lui, grand écrivain, mais il faut que la personnalité fasse consensus. Or, il a été communiste, et ça, c'est quand même pas très bien. Donc, on a eu, aujourd'hui encore, je vous parle d'une tentative qui a eu lieu il y a 2 mois, de réponse, de dire non, on ne vous mettra pas le panneau parce que, pour ces 2 raisons-là. Alors là, quand même, on s'est battu, on s'est secoué. Le préfet des Yvelines a été gagné à notre cause. Le président de droite du département des Yvelines, M. Bédier, parce que il y a 40 conseillers départementaux dans les Yvelines, ils sont tous de droite. Il n'y a même pas un radical ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, non, ils sont tous de droite, mais lui, il avait quand même un peu le sens du ridicule, donc il a dit, oh là là, faut pas mettre la main là-dedans. Jean-Claude Guessot, qui était le ministre qui avait fait installer un panneau sur l'autoroute, mais sans pouvoir mettre le nom,
est intervenu aussi auprès du ministère en disant comment vous dites Elsa Triolet, un auteur mineur, une femme, un prix Goncourt, une médaille de la résistance, une juive, etc. Mais vous vous rendez compte, aussitôt il a foutu le feu au ministère de la Culture, où on a dit aussitôt, oh là là, attendez, on n'est pas au courant, on va se renseigner, on va arrêter tout ça. Résultat des courses, eh bien le panneau va être inauguré le 29 juin. Désormais, si vous allez à Paris par l'autoroute A10, vous verrez un panneau avec le visage. Normalement, je ne l'ai pas encore vu, mais enfin, normalement, ce qui est annoncé, c'est le visage des deux. Mais les deux, vous voyez, réunis, c'est rare. Parce que, alors, Aragon était très conscient de ça. Était très conscient qu'à force d'écrire des poèmes sur Elsa, les yeux d'Elsa, les mains d'Elsa, il ne m'est Paris que d'Elsa, le fou d'Elsa, vous voyez, au bout d'un moment, ça avait lassé un petit peu les lecteurs et ça avait tourné contre Elsa. Et je dois vous dire donc qu'aujourd'hui, Gallimard encore, vous voyez, on a du mal, je crois, à trouver des livres d'Elsa Triolet. On en trouve encore édités en folio, c'est-à-dire chez Gallimard, mais on ne les trouve pas tous. Donc, vous voyez, c'est bien de se battre. Il y a une bataille là pour cette femme. En gros, l'idée qui court, c'est Aragon, oui, grand écrivain, mais sa femme, quand même, écoutez, vous voyez, hein, bon, voilà. Et on la met sur le côté. Et lui, il s'est battu contre ça. Mais justement, les éditeurs nous disent aujourd'hui, bah oui, il nous a suffisamment fait suer avec sa femme quand il était vivant, maintenant qu'il est mort, on peut quand même se dire et la laisser de côté. Donc, vous voyez, il y a un sort injuste qui est réservé à Elsa Triolet. Et parce que vous parlez d'Elsa Triolet, j'ai voulu vous faire un cadeau et vous projeter un film qui est assez rare. C'est un film de Agnès Varda. Elle a fait des films que vous connaissez bien, Agnès Varda, mais elle a fait aussi des courts-métrages. Et elle a fait un court-métrage qui s'appelle Elsa la Rose. C'est ce film que j'ai récupéré auprès d'elle avant sa mort. Et elle avait dit, tu pourras l'utiliser comme tu l'entends. Voilà. Alors ce film, Elsa la Rose, c'est un film dans lequel elle fait jouer à Aragon et à Elsa Triolet la scène. Ils sont âgés, vous allez voir, c'est un film des années 68-69, par là. Vous voyez, Elsa va mourir en 70. Elle est déjà âgée à ce moment-là. Et d'autant qu'elle avait une maladie du cœur, une artérite, et que il y avait eu une tentative d'opération qui n'avait pas réussi, donc elle était très fatiguée. Mais enfin, Agnès Varda leur fait rejouer la scène de leur rencontre le 6 novembre 1928 au bar de la Coupole, boulevard du Montparnasse à Paris, une brasserie qui existe toujours. Si vous allez à Paris, allez donc trinquer avec une coupe de champagne à la brasserie de la Coupole, boulevard du Montparnasse. Aragon. Je suis plein d'hallucinances assourdissant d'aimer, assourdissant d'aimer. Je suis plein d'hallucinances assourdissant d'aimer. Je suis plein d'hallucinances assourdissant d'aimer. Je suis plein d'hallucinances assourdissant d'aimer. Du silence assourdissant d'aimer. Vous connaissez
Je ne crois pas. C'est-à-dire que je crois tout le temps que je la connais bien, mais qu'Elsa elle-même change l'idée que je me fais d'elle, que je pense toujours qu'Elsa m'échappe. Et cependant, je le pense depuis 37-38 ans. C'est étrange que tu penses. Je me souviens du chapeau, du manteau de fourrure d'Elsa le jour où je l'ai rencontré. Mais le reste, c'est l'infixable. Eh bien, moi j'ai des souvenirs assez précis. Elle lui ressemblait à un danseur d'établissement. Il était extraordinairement brun, ce que aujourd'hui personne ne veut croire, parce qu'il a les yeux bleus. Et comme il a les cheveux blancs, alors on croit qu'il était blanc. Or, il était aussi brun que possible. Il était très mince et très beau, un peu trop beau. Ce qui lui donnait un petit peu les allures de ces jeunes gens qu'on rencontrait dans les dancings. C'est la première fois que j'ai vu Louis Doudou. Lui, il était habillé de noir et son costume était tout à fait luisant, comme un piano. J'étais assis là, sur ce tabouret. Un ami m'avait dit, vous devriez faire la connaissance de cette femme. Je jouais au dé tout seul. En me retournant, je voyais la table du coin où la veille, le 4 novembre 1928, il y avait un tas de gens. L'un d'eux m'avait dit, Monsieur Radon, le poète Vladimir Mayakovsky vous prie de vous asseoir à sa table. Un Mayakovsky comme cela. Et voilà, tout à fait indépendamment, le lendemain, le 5 novembre, je suis entré au café par cette petite porte battante. Et nous ne sommes plus quittés toute la vie. Que serait-je sans toi qui va à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on voit de fontaines, comme on lit dans le ciel, les étoiles lointaines, comme on voit ceux qui chantent, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vas à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Tu dis dans le grand jamais, dans la vie on ne sait pas ce que les gens pensent, on ne fait que l'imaginer. Moi, j'essaye d'imaginer ta vie. T'imaginer. Il ne me reste qu'à t'imaginer. Une petite fille. Il y avait une fois en Russie une petite fille qu'on appelait Zemlianishka, c'est-à-dire fraise des bois. C'était encore le temps d'Anton Pavlovitch Tchekhov. Et à l'école, pour un conte de Tchekhov mis en scène, on avait donné à Fraise des bois un rôle important. Une petite fille qui s'éveille parmi les grands et s'écrie en montrant quelque chose à terre. Oh, le proussac, c'est-à-dire, oh, un cafard. Voilà, c'était tout. La petite fille a grandi. Elle a 16 ans. Elle a les yeux d'Elsa. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour voir, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je tire à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent les détails, la nuit au tablier, les anges et les jaloux bleus comme il est sur les blés. L'enfant accaparé par les belles images kaki, les siens, les yeux vraiment quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu montes, bien que la mer s'ouvre les fleurs sauvages. Cache-tu les éclairs dans cette lavande où des insectes défendant un amour violent, je suis pris au filet des étoiles filantes comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août. Oh,
paradis 100 fois, retrouvé, reperdu, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa sur les récifs que les naufrageurs enflammèrent. Mais je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. C'est vers ce temps-là que tu as ramené chez tes parents ce drôle de type à qui personne encore ne prêtait attention et qui avait inventé de s'accumuler d'une blouse jaune. Vladimir Vladimirovitch Mayakovsky. Pas celui-là, pas celui de cette photo. Mais un jeune homme qui ressemblait à Belmondo, de 1,96 m. À quoi penses-tu? On ne sait jamais à quoi tu penses. Comment un instant prétendre à tracer par les mots ta semblance, ô dissemblante, ô fugitive, ô toujours changeante et transformée. Toi que rien n'a pu fixer dans mes yeux, ni la passion, ni les années. Toujours neuve et surprenante. Amour, amour, au portrait qui échappe aux traits de la parole et du pinceau. Comme la forme incernable du rire, incernable comme un sanglot, souvenir sans la mémoire, et blessures sans poignard. T'imaginer, il ne me reste qu'à t'imaginer. Tu es parti un jour rejoindre ce Français que tu avais connu au milieu de tout ça. Il y avait les Français en Russie. C'est de lui que tu tiens ce nom que tu signes. Avec ce Français, tu étais à Tahiti. Et pour qu'on imagine ce Tahiti lointain plus tard, on peut faire donner une image, enfin, dans ces étranges œuvres romanesques croisées de nous deux qui sont mises d'autres années à apparaître, cette image du douanier Rousseau qui n'avait jamais, lui, voyagé dans les pays tropicaux. En 1923, tu avais déjà quitté ton français. Tu étais à Berlin où il y avait des gens de toutes sortes. Et dans ce café de Furstendamm où j'entrais, toi, tu sortais en même temps par cette porte. Nous ne nous sommes pas rencontrés. Il y avait des Russes à Berlin, toutes sortes de Russes. Des écrivains, Gorky, Remizov, Shkovsky, qui étaient amoureux de toi. Il montra son livre à Maxime Gorky et comme il y avait 6 lettres de toi dans le livre, Gorky voulut te connaître et te persuader malgré toi d'écrire. En russe, bien entendu. Et c'est cette Elsa-ci, en 1925, à Moscou, qui publie À Tahiti. Tu as encore écrit un second livre, Fraises des bois, l'histoire de cette petite fille. Mais déjà, tu es reparti pour la France, comptant n'y rester que peu. Quand, dans ce bar désert, Au biseau des baisers, les heures passent trop vite, et vite, et vite, et vite, les souvenirs brisés. Le soleil est pareil au pianiste blême qui chantait quelques mots, les seuls, toujours les mêmes. Chérie, tu t'en souviens de ces jours sans menace, quand nous habitions tous deux à Montparnasse? La vie aura coulé sans qu'on les prenne garde. Le froid revient déjà le soir, le cœur retarde. Au biseau des baisers, les ans passent trop vite, et vite, et vite, et vite, les souvenirs brisés. nous avons habité ici, à Montparnasse. Nous n'avions pas le sou. Comment s'en tirer? Elsa imaginait de faire des colliers. Cette histoire-là, elle l'a racontée dans son dernier livre en russe. Où c'est? Moi, plus tard, dans le cantique à Elsa. Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir tout tournait en collier dans tes mains d'opéra, des morceaux de chiffon, des morceaux de miroir, des colliers beaux comme la gloire, beaux à n'y pas croire. Elsa valse et valsera. Et moi, je portais dans une petite valise dès 5-6 heures du matin la collection des colliers placés en haute couture. J'allais vendre aux marchands de New York et d'ailleurs, de Berlin, de Rio, de Milan, d'Ankara, ces joyaux faits de rien, sous tes doigts, hors pagneur, ces cailloux qui semblaient des fleurs, portant tes couleurs. Elsa valse et valsera. Nous avons vécu ainsi 2-3 ans, nous trouvons riches, jusqu'au jour où tu en as eu assez. Alors je suis devenu journaliste à 1300 francs par mois. C'était 33, 34.
devant cette vie, devant l'histoire. Nous avons été à Madrid en camion porter des cadeaux aux écrivains de la République. Comme le train passe devant le paysage, avec ses arrêts, aiguillages, sémaphores, ponts, tunnels, catastrophes. Et c'est vers ce temps-là qu'en cachette de moi, tu écrivis en français miracle. En français. Mais qui était Thérèse? Un homme entendu à la radio, entre haut et bas, qui ne nous était pas destiné. Thérèse, comme la verra Max Ernst pour nous avoir croisés un jour. Mais toi, de qui parlais-tu? Pour moi, Thérèse, c'est toi tel que tu étais alors, cette main douce à la joue. Bonsoir, Thérèse. Je te dérange? Pas du tout. Et tu m'as dit, justement, tu peux m'aider. Je me suis complètement pris les pieds dans cette affaire-là, dans mes épreuves. Évidemment, toi, tu m'aurais dit, quand je te demande, je te dérange, tu dis oui. J'écris un poème sur Elsa. J'entre dans ce pays qu'elle m'ouvre, où tout est palpitement d'elle. Et c'est sa main qui pousse le volet sur le jardin d'où vient le bruit des choses invisibles. J'inventerai pour toi, ma rose, autant de roses qu'il y a de diamants dans l'eau de la mer, autant de roses qu'il y a de siècles dans la poussière du ciel, autant qu'il y a de rêves dans une seule tête d'enfant, autant qu'il peut y avoir de lumière dans un sanglot. J'inventerai pour toi la rose. J'inventerai pour toi la rose. Tu m'as regardé de tes yeux d'oubli pur, tu m'as regardé par-dessus la mémoire, par-dessus les refrains errants, par-dessus les roses fanées, par-dessus les bonheurs bernés, par-dessus les jours abolis. Tu m'as regardé de tes yeux d'oubli bleu. Toutes les roses que je chante, toutes les roses de mon choix, toutes les roses que j'invente, je les vante en vain de ma voix devant la rose que je vois. Là, les lecteurs de ces poèmes, ils s'attendent à ce que j'ai 20 ans éternellement. Comme je ne peux pas satisfaire ce besoin de beauté, de jeunesse qu'il y a chez le lecteur, eh bien, je ne me sens pas. Et ça me rend malheureuse. Ah, c'est bien ça qui est terrible, c'est que ce n'est pas pour moi seul. C'est pour ça que je parle d'autres poèmes ou d'autres textes où moi je sais de quoi il s'agit et où ça reste secret pour les autres. Je ne suis peut-être pas très partageuse. Ah, c'est toujours qu'il est non raconté. Il a tort. Il me fait du tort. Toujours il se diminue par rapport à moi. Ça fâche les gens. Et ils ont raison. Voilà 30 ans que je suis cette ombre à tes pieds. Voilà 30 ans que ma pensée est l'ombre de ta pensée. Je sais que j'ai beaucoup fait pour raconter exprès, ça c'est fait pour ça. Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai beaucoup influencé ces écrits. Et m'en est fait reconnaissant, je crois. Parce que c'est allé au bout du compte dans le sens dans lequel il voulait que ça aille. Et qu'il y avait un moment où il avait eu beaucoup de mal à se trouver, à se retrouver. Il avait complètement perdu son chemin en tant qu'écrivain. Et de m'avoir à côté de lui, je lui dis sans fausse modestie, probablement été comme un chemin balisé. Et il veut toujours me remercier pour ça. Il n'arrête pas de me remercier. C'est miracle que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue. Toujours si je te vois, je tremble comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. M'habituer, si je ne puis qu'on blâme, que ton s'habitue aux flammes, et nous en avons tué encore de moi les yeux de larmes, s'il s'habituait à trouver pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, du mail à la cime des bois, l'arbre près jusqu'à la souche, c'est toujours la première fois quand ta rampe
c'est ma vie, je te l'attends. Ma vie en réalité commence le jour où je t'ai rencontré. Toi dans les bras où tu barres, ça peut atroce, c'est qui va montrer la contrée, que la bonté se forcément. Tu vas aujourd'hui les avoir pour chasser de mauvaises fièvres. J'ai flambé comme un genièvre à travers tes doigts. Je suis né vraiment de ta mère. Ma vie est à partir de toi. C'est à vous que s'adressent tous ces poèmes. Ça vous donne l'impression d'être aimé? Ah non, c'est pas ça qui me donne l'impression d'être aimé. Pas la poésie, c'est le reste, c'est la vie. Écrire le roman d'une vie, avec ses arrêts et aiguillages, sémaphores, ponts, tunnels, catastrophes. Ici ne s'arrête que la vie du monde et ce film. Ici, nous voici séparés, mais commence cette seconde vie d'Elsa pour laquelle elle est Elsa Triolet. L'Elsa Triolet, aujourd'hui de 10 ses livres, je crois. Non plus seulement celle que j'imagine, mais celle qui imagine, qui a donné la vie à des rêves, à des personnages au milieu desquels un quart de siècle j'aurais vécu, et voyant naître, elle étant plus que quelqu'un parmi eux, parmi elles. Une longue histoire que je vous raconterai une autre fois, si. Mais pour l'instant, contentez-vous de ce conte de fées où tout semble faussement résolu. Ils se mariaient, mais heureux longtemps, heureux, comme dans tous les contes. Quand j'ai su dans tes bras que j'étais un être humain, quand j'ai cessé de feindre et de ricaner pour être moi-même au toucher de ta main, prenez ces livres de mon âme, ouvrez-les partout, n'importe où, brisez-les pour mieux en comprendre le parfum et le secret, coupez d'un doigt brutal les pages, froissez-les, déchirez-les, on ne retiendra qu'une chose, un seul murmure, un seul refrain, un regard que rien ne repose, un long merci qui balbutie, ce bonheur comme une prairie. Enfant Dieu, mon idolâtrie, lavé sans fin de litanie, ma perpétuelle insomnie, ma floraison, mon embellie, ô ma raison, ma folie, mon mois de mai, ma mélodie, mon paradis, mon incendie, mon univers, Elsa, ma vie. Mon univers, Elsa, ma vie. Reprendre quelques fragments pour les illustrer un petit peu dans ce que nous a dit Aragon dans ce film. Alors, Elsa avant Aragon, c'est Elsa en Russie, évidemment, à Moscou, où elle naît le 12 septembre 1896. Vous voyez, 4 ans avant le XXe siècle, et elle aura 1 an de plus qu'Aragon, qui est né en 97. Voilà. Elle s'appelle Ella Yourevna Kagan, ce qui veut dire Ella Kagan, fille de Youri Kagan. Voilà. Donc c'est une famille d'intellectuels juifs moscovites, où très vite on parle toutes les langues. Sa mère est une grande pianiste virtuose internationale, donc elle emmènera souvent sa fille en voyage avec elle, dans ses voyages pour des concerts, et cela fait que Elsa Triolet parlera français à 6 ans. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une famille, en gros, d'une certaine manière, elle va avoir, vous voyez, un peu plus de 20 ans en 1917. La révolution russe, elle passe totalement à travers. Octobre, elle n'est pas frappée particulièrement par la misère. Il faut dire qu'elle est moscovite, Moscou, et que la révolution russe naît dans ce qui est alors la capitale de la Russie, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, qui va devenir Leningrad, puis redevenir
Petrograd, Saint-Pétersbourg, etc. Donc vous voyez la vie, elle fait des études d'architecture, elle est diplômée d'architecture, et elle souhaite s'en aller très vite de la Russie, mais quand même en Russie, elle a fait des connaissances évidemment, en particulier, vous l'avez vu, elle est tombée à 17 ans totalement amoureuse, il faut bien le dire, de Vladimir Vladimirovitch Mayakovsky, grand poète, qui n'est à l'époque qu'un poète en formation. Il vient de publier Nuages en pantalon, qui est son premier poème, et c'est un immense géant, évidemment, elle est fascinée, et elle va faire une chose qu'il ne faut jamais faire, mais ça vous le savez, mesdames, elle va présenter Mayakovsky à sa sœur, et qui a 5 ans de plus qu'elle, et Mayakovsky va préférer la sœur, voilà. Sa sœur Lily. Lily, et donc, évidemment, ce sera pour elle un peu... peut-être c'est là qu'il faut voir le début d'un thème qu'on trouvera souvent dans ses livres, et qui est l'idée que personne ne l'aime. Elle écrira d'ailleurs un livre sous ce titre, « Personne ne m'aime ». Et c'est un petit peu le sentiment qu'elle aura dans sa famille, même si on la surnomme Fraise des Bois, hein, et Ulricha. Mais c'est un thème profond de son écriture, ça, la difficulté d'être aimé. Voilà. Personne ne m'aime. Voilà. Alors donc, Mayakovsky, bon, et puis elle quitte Moscou en étant séduite par un officier militaire français, vous voyez, uniforme, qui est à l'ambassade de France à Moscou, qui s'appelle André Triolet, et qui va la séduire, l'enlever et l'amener à Paris. C'est comme ça que Ella Kagan va devenir Ella Triolet, puis Elsa Triolet, puisque c'est son mari, André Triolet, qui l'appelait Elsa. Elsa étant en Russie un diminutif courant de Ella. Voilà. Donc son mari l'amène en France, il se marie à Paris en 1919, et là, il fait une autre faute, ce Français, il l'emmène à Tahiti. Alors vous voyez une Russe, avec les saisons russes, l'hiver russe, la neige russe, la forêt, la taïga, la steppe russe. Et il l'emmène à Tahiti, où elle a l'impression qu'il fait chaud et soleil 24 heures sur 24. Il n'y a pas de saison, il n'y a rien. Elle s'ennuie, elle le raconte dans le livre que vous avez vu, à Tahiti, un livre qu'elle écrit en russe, évidemment. Et donc, en 1921, elle quittera son mari, son premier mari, André Triolet, qui restera ami avec le couple, même lorsque Aragon sera apparu dans sa vie, et ils l'appelaient tous les deux Petrovitch, voilà, André Triolet. Et Aragon disait, quand il raconte ça, André Petrovitch était plutôt un séducteur, un militaire, bel homme, etc., avec son uniforme, et évidemment les dames fondaient devant lui, et les dames de l'époque, je parle pas de... Et j'essaie de vous faire réagir. Ce Petrovitch, donc, alors, utilisait le fait qu'il était toujours marié avec Elsa Triolet pour dire mais vous comprenez, je ne peux pas vous épouser, je suis déjà marié avec quelqu'un qui ne veut pas divorcer. Voilà. Donc Elsa était le prétexte de Petrovitch, d'André Triolet, quand il séduisait des dames pour dire
je ne peux pas vous épouser, ça ne peut être qu'un amour d'un jour, ou de quelques jours, ou de quelques soirées. Voilà. Bon. Anecdote sans importance, bien entendu, mais enfin, bon, qui traduit un état d'esprit. Voilà. Alors donc, Elsa Triolet va ensuite mener une existence, vous voyez, elle va être surtout marquée par le mal du pays, ce qu'elle va appeler le mal du pays. C'est-à-dire, elle est loin de sa terre natale, loin de la Russie. Elle est à Paris, mais elle voyage beaucoup, à Berlin, etc. C'est à Berlin qu'elle va rencontrer Gorky, grand écrivain, le Balzac russe, si vous voulez. Hein. Et c'est lui qui va la convaincre de devenir écrivaine. Parce que, alors je raconte là aussi, c'est l'anecdote, Elsa Triolet a connu de nombreux intellectuels russes, et en particulier l'un d'entre eux, Viktor Shklovsky, un romancier, qui va écrire un livre dont on voit la couverture dans le film, qui s'appelle Zo. Et dans ce livre, ce Viktor Shklovsky a eu une liaison amoureuse avec Elsa Triolet. Et Elsa lui a écrit des lettres d'amour. Et voilà que dans ce livre, Zo, et sans rien dire à Elsa Triolet, eh bien dans ce livre qui est un livre de fiction, il met les lettres qu'elle lui a écrites, mais en les attribuant à un personnage de fiction. Sans demander l'autorisation, Elsa n'est pas au courant. Et ce livre, Zo, va être offert à Gorky, et Gorky va dire à Shklovsky, le livre est très bien, mais ce qui est formidable dans ce livre, ce sont les lettres qui sont écrites par cette femme à ce personnage du roman, et Shklovsky va alors lui faire l'aveu que ces lettres ne sont pas de lui, ne sont pas de son imagination à lui, mais sont des lettres réelles envoyées par quelqu'un de vrai, dans la vraie vie. Et Gorky va dire « je veux connaître cette femme ». C'est comme ça qu'à Berlin, Elsa va être présentée à Gorky, qui va lui dire « il faut écrire, il faut devenir écrivaine ». Et elle ne souhaitait pas vraiment. Elle avait une vie, alors vous voyez, à Montparnasse, hein, on lui prête de nombreux amants, par exemple Marcel Duchamp, le peintre, par exemple Roger Vitrac, un écrivain, par exemple Marc Chadourne aussi, un écrivain. Vous voyez, elle mène un peu la vie de bohème à Paris, à Montparnasse, où il y a, alors là pour le coup, c'est pas le grand emplacement, mais où arrivent, si vous voulez, d'Europe, tous les intellectuels, les écrivains, les artistes, chassés de leur pays pour des raisons soit religieuses, antisémites, soit politiques. 1921, l'installation du fascisme en Italie. 1933, les nazis, Hitler au pouvoir en Allemagne. 1936, le déclenchement de la guerre d'Espagne. Vous voyez, donc c'est une période où Paris, qui est la ville lumière, Paris attire, et Montparnasse est le quartier, on les appelle d'ailleurs les Montparnasse. Hein. Les Montparnasse, c'est le quartier où il y a toute une espèce d'exubérance de vie, une vie nocturne extrêmement intense, et c'est là qu'on croise dans la rue Picasso, Chagall, Matisse, enfin tous les grands qui fuient le fascisme. Alors, elle va donc là vivre à Paris, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle va écrire donc 3 livres, mais 3 livres dans sa langue maternelle, qui est évidemment le russe. Donc le premier livre à Tahiti, le deuxième livre Fraise des bois, qui est une sorte de journal de son enfance, et son troisième livre, c'est Camouflage. Camouflage, qui est un roman qui se passe à Paris, mais bon, voilà. Et à Paris, vous voyez, au fond, elle arrive sur ses 30 ans,
et elle n'a rien construit de très solide. Et alors, c'est ça qui est assez... Elle a vécu une vie intense, riche, mais voilà, elle a le sentiment qu'elle est loin de chez elle, loin de sa Russie, de sa langue maternelle et de sa terre natale. Et à Paris, bon, à Paris, ça va, ça vient, mais vous voyez, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de solide, de construit. Et alors, c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Aragon. Et ce qui est fascinant, c'est que quand ils se rencontrent, le 6 octobre 1928, ce sont deux êtres totalement à la dérive, totalement en burn-out, si vous voulez, en particulier sentimental. Parce que Elsa le raconte, elle tient un journal intime, et ce journal intime, évidemment, n'était pas destiné à être publié, mais évidemment, il l'est à présent, puisque bon, plus rien n'est secret. Mais elle tient un journal intime, et à la page du 5 novembre, c'est-à-dire la veille du jour où elle va rencontrer Aragon, elle fait part, depuis déjà quelques jours, on sent que son moral flanche, elle veut rentrer à Moscou, elle est désespérée, et surtout, elle a des pulsions suicidaires. Elle écrit, par exemple, dans le 5, « Je vais peut-être acheter du Véronal ». Alors le Véronal, vous savez, c'est le poison de Roméo et Juliette, et quand on prend du Véronal, c'est pas un signe de grand enthousiasme vers la vie et vers l'avenir, c'est on a plutôt le sentiment qu'il faut, vous voyez, en finir, quoi. Voilà. Donc elle vient de découvrir que l'homme qu'elle aimait n'était pas celui qu'elle croyait, etc. Elle raconte ça dans son journal, et donc elle est un peu au bout du rouleau, quoi. Et de son côté, Aragon, lui est tombé amoureux fou dans ces années-là d'une femme, mais qui a un gros inconvénient, c'est d'être d'une famille de milliardaires. C'est Nancy Cunard. Cunard, peut-être le nom vous dit quelque chose, c'est le nom d'une compagnie de bateaux internationaux qui fait les transatlantiques, comme c'était évidemment la mode avant l'aviation, évidemment, pour traverser l'Atlantique. Donc la Cunard Oil Company, c'est la grande, voilà. Il y a là-dedans une fille, une héritière, Nancy, Nan pour Aragon, et il va tomber amoureux fou de cette... Donc, vous voyez, le drame, c'est que lui, il n'a pas un sou. Lui, c'est un jeune écrivain surréaliste à l'époque, qui a publié des livres qui, aujourd'hui, sont fascinants et fameux, comme Le Paysan de Paris, ou Anicet, ou Le Panorama roman. Mais ces livres sont formidables, mais à l'époque, ils sont lus, vous voyez, il n'arrive pas à vivre, quoi. Il écrit même des romans un peu cochons, comme on disait à l'époque, pour faire plaisir à des Américains et gagner un petit peu de sous. C'est comme ça qu'il écrira un livre qui s'appelle Le Conte d'Irène. Voilà. Bon. Donc, il n'a jamais reconnu à l'époque que c'était lui l'auteur. Enfin, on le sait aujourd'hui, vous voyez, et ça, c'était quelque chose d'alimentaire pour... mais enfin, quand même, c'est un très, très, très beau texte, ça, Le Conte d'Irène. Il faut résister au titre qui pourrait donner le sentiment que c'est un livre pornographique. Alors pas du tout, parce qu'on a vu bien pire depuis à la télé, dans les images, dans les livres, etc. Et ça, c'est presque de l'eau de rose. Mais en tout cas, c'est un livre où il y a cette chose très rare, un écrivain, un homme, qui rend compte de la jouissance féminine. Et ça, c'est en littérature française. Et non seulement il en rend compte, mais presque il l'exprime, il la vit, la jouissance d'Irène, hein, et ça se termine que les dieux du paradis se branlent, Irène a déchargé. Le passage se termine brusquement comme ça, c'est formidable. Donc, voilà. Alors, vous voyez, donc Aragon est amoureux de cette femme, et lui, il n'a pas un sou. Et ça, c'est évidemment insupportable pour un homme à cette époque, d'être comme lui, vous voyez, comme dit Elsa Triolet, il était beau,
Il était presque trop beau. On aurait dit un danseur d'établissement, vous voyez, vous avez vu ça. Bon. Alors voilà, donc il est là, il est très beau, tout ça, mais il n'a pas un sou. Et elle en a, alors elle veut tout le temps l'emmener en voyage, et lui, il n'a pas un sou. Alors, quand même, un jour de septembre 1928, il décide, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans avec Nancy, il y a eu, ça allait un jour, ça allait, le lendemain, ça allait pas, etc. Enfin, c'était un couple volcanique. Et il décide de tenter le tout et de séduire une fois pour toutes sa belle. Le peintre Georges Braque lui a offert, qui n'était pas encore connu comme il l'est aujourd'hui, lui a offert une toile. C'est un de ses copains, Georges Braque. Lui a offert une toile. Et donc il décide de vendre la toile, ça lui fait beaucoup d'argent, et il va voir sa belle et il lui dit « Je t'emmène à Venise ». Et alors là, à Venise, évidemment, vous voyez, pour l'époque, c'est le voyage de rêve, aller à Venise, emmener sa belle à Venise. C'est le rêve de tous les amoureux. Alors il l'emmène à Venise, il l'emmène danser un soir, et voilà que Nancy ne trouve rien de mieux que de se tirer avec le pianiste de l'orchestre de la boîte de nuit. Alors, Aragon est, oui, je crois que vous riez, mais Aragon est totalement désespéré, et il va tenter de se tuer à Venise. Venise, pour lui, pour Aragon, il y a d'ailleurs un poème qui s'appelle « Le voyage à Venise », et qui est totalement désespéré. Il va être sauvé d'extrême justesse, il prend des comprimés, et on va le retrouver, c'est un garçon d'hôtel qui va le retrouver, et allongé par terre, alors on va faire venir le médecin, tout ça, on va le faire vomir, machin, bon, bref, et il va être sauvé. Aragon va rentrer à Paris, il va rentrer à Paris en s'arrêtant à Milan pour voir 3 soirs de suite à la Scala l'opéra de Verdi, Othello, qui est un opéra où il est question de la jalousie, et de la jalousie qui conduit à la mort. Et Aragon est un homme chêne. Et donc, rupture brutale avec Nancy, il arrive à Paris, et là, il essaie de revivre, et il essaie de revivre en draguant une danseuse à l'époque à Paris, Léna Amsel, etc. Et puis, donc, va arriver cette rencontre avec Elsa Triolet. Elsa Triolet, elle le raconte, elle était devenue amoureuse de l'auteur du Paysan de Paris, sans savoir qui c'était. Et donc, un jour, quelqu'un lui dit, elle dit, je voudrais bien le rencontrer, l'auteur, parce que ce livre est pour moi, etc. Alors quelqu'un lui dit, mais il n'y a rien de plus facile, je le connais très bien, tiens, t'as qu'à venir à la coupole, il y sera certainement, parce que la coupole est le lieu, à l'époque, de l'intelligentsia à Montparnasse, et donc effectivement, bon voilà, donc c'est là, vous les avez vus, repasser la porte. Bon, alors, évidemment, Aragon va dire, c'est là que nous nous sommes connus, c'est là que tout a commencé, vous voyez, c'est le coup de foudre, quoi. C'est une mise en scène, ça. Hein. En réalité, la vie va être difficile quand même tout un moment. C'est-à-dire que Nancy va réapparaître à Paris. Léna Amsel, elle, est accrochée à son danseur mondain. Elsa, vous voyez, donc tout le monde est accroché à Aragon, et Aragon va même mal se conduire, puisqu'un soir, il emmène Elsa dans une boîte de nuit de Montmartre, et dans cette boîte de nuit arrive Nancy, il part danser avec Nancy, et il part avec Nancy en laissant Elsa là. Donc vous voyez, Elsa, elle va dire, elle, dans ses textes qu'on peut lire aujourd'hui, je me suis battu pour l'avoir. Donc lui, il dit, oui, c'est un coup de fil merveilleux, tout a commencé tout de suite, vous voyez, ma vie chérie, t'en souviens-tu, le soir à Montparnasse? Et en réalité, vous voyez, l'affaire va être plus compliquée, et elle va mettre du temps à se solidifier, il faudra bien un an,
Et c'est à Bruxelles, un soir, un an après cette rencontre, que Aragon va dire à Elsa « je t'aime », et elle va lui répondre « oh, ben tu sais, si je t'aime pour toujours ». Et elle lui répond « oh, si ça dure un an, ce sera déjà ça ». Donc, vous voyez, ce qui est frappant, c'est de voir comment ce sont deux êtres un peu à la dérive sentimentale, vous voyez, chacun de son côté, qui vont former ce couple un peu éclatant, évidemment, qui va sortir de là. Alors, vous avez vu, ensuite, je vais vite pour tenir l'horaire prévu et laisser les amateurs de rugby aller voir la finale du match à la télé. Mais vous avez vu ensuite, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Et là, il va se passer deux choses. C'est d'une part, Aragon n'a toujours pas de sous. Il ne gagne pas sa vie, il écrit des petits textes, mais vous voyez, ça gagne que dalle, quoi. Les droits d'auteur, c'est Gallimard qui les palpe aujourd'hui, mais Aragon à l'époque, vous voyez, c'est pas encore reconnu comme ça l'est aujourd'hui. Bon. Donc, deux choses, Elsa. Elsa qui a l'esprit pratique et qui est fascinée par Paris et par la mode, et aussi par l'idée qu'elle pourrait faire connaître la mode Paris. Paris, c'est quoi? C'est la mode, les couturiers, etc., la haute couture. Donc, elle a cette idée de dire, je vais faire des colliers, et vous avez vu, il le raconte, il faisait des colliers le jour et le soir, tout tournait en collier dans tes doigts orpailleurs, etc. Il l'a mis en poème, évidemment. Et lui, le lendemain matin, il allait vendre les colliers chez les couturiers sous le nom de Monsieur Triolet. C'est assez, il allait chez Aparelli, etc. Et il allait vendre ses colliers, ça permettait de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, du couple, quoi, vous voyez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il va rater complètement, lui, c'est parce qu'il ne va pas s'en rendre compte, c'est que Elsa a l'idée de faire, avec cette expérience des colliers, ce monde de la haute couture de Paris, de faire un livre écrit toujours en russe et qui va paraître en Russie. Dans la Russie, on va, vous voyez, elle se dit, ça va intéresser des tas de gens de voir Paris, le rêve un peu, vous voyez, etc. Bon. Alors elle fait un livre qui va s'appeler Collier, justement, en russe, avec des photos, des trucs, etc. Et voilà que les éditeurs russes refusent de publier le livre. Alors ça, c'est une gifle pour Elsa, hein, que elle, à qui Gorky, le grand Gorky, a dit « Tu seras écrivaine, tu seras autrice, et tu écriras des livres formidables en Russie et en russe, dans ta langue maternelle, qu'elle soit ainsi refusée, ça va la blesser, l'humilier, et c'est là qu'elle va décider de devenir un écrivain de langue française. Et c'est là qu'Aragon va le rater, parce que nous sommes dans les années 30. Et dans les années 30, Aragon va recevoir le prix Renaudot pour son livre Les Beaux Quartiers. On va lui donner, il écrit des tas d'articles dans les journaux. On va lui donner en 1937 un journal quotidien dont il va devenir directeur, Ce Soir, qui est en quelque sorte, si vous voulez, c'est un journal de gauche, on dirait aujourd'hui, c'est un journal du soir de gauche pour un peu faire la peau à Paris Soir, qui est le grand journal réactionnaire de l'époque. Or, ce sont les années 30, les années 35, 36, vous voyez, la gauche monte en puissance et ce livre va... Voilà. Donc, Aragon est très occupé par son activité d'écrivain, son activité de journaliste, son activité
politique, et Elsa, en douce, en quelque sorte, sans lui dire, va commencer à écrire en français. Et alors, c'est ça que je voudrais que vous voyez bien, c'est que des écrivains qui deviennent écrivains de langue française, tout en ayant commencé dans une autre langue maternelle que le français, ben, il n'y en a pas des tas. Oui, il n'y en a pas, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et c'est ce que va réussir à faire Elsa Triolet. Ça va être en quelque sorte sa gageure, devenir un écrivain dans une autre langue que sa langue maternelle, et son coup d'essai va être un coup de maître. Elle va écrire un livre qui s'appelle, vous en avez vu la couverture, Bonsoir Thérèse, en 1938, et ce livre va être salué à l'époque par un jeune philosophe qui monte, Jean-Paul Sartre, par un autre écrivain qui deviendra plus tard connu, Paul Nizan, etc., etc. Autrement dit, si vous voulez, Albert Camus va aussi devenir un fan de l'écriture d'Elsa Triolet. Autrement dit, la voilà, alors qu'Aragon, lui, n'a rien vu, ne s'est pas rendu compte, et elle va devenir un écrivain de langue française. Alors, ce qui est assez formidable, je ne sais pas si vous avez noté ce petit passage dans le film, on les voit à un moment tous les deux, et lui, il frappe et il dit « Je te dérange ». Et elle lui répond « Oh non, tu vas m'aider, au contraire, tu vas m'aider ». Parce que alors, pour lui, le français, la langue d'Aragon, vous savez, c'est Claudel, qui n'était pourtant pas un ami politique d'Aragon, mais qui l'admirait beaucoup, a dit « C'est l'homme qui parle le français le plus pur que je connaisse, Aragon ». Pour lui, le français, c'était, vous voyez, les envolées du paysan de Paris. Vous savez, dans le paysan de Paris, il y a une scène formidable. Ça se passe à Paris, vous voyez, alors le paysan de Paris, vous voyez l'oxymore, hein, il n'y a pas beaucoup de paysans à Paris. Bon, alors, le paysan de Paris, c'est un homme qui se balade dans Paris et qui raconte ses balades dans Paris. Et dans un style formidable, éblouissant, celui de la période surréaliste. Et par exemple, vous avez une scène qui se passe dans le passage de l'opéra, qui n'existe plus aujourd'hui, mais un passage, vous savez, le passage à Paris, il y a des passages, c'est-à-dire ce sont des rues mais couvertes. Vous voyez des passages, hein. Vous savez ce que c'est que les passages, hein, c'est Aragon qui le dit. Le passage, c'est fait pour les gens pas sages. Bon. Alors, les passages à Paris, donc là, vous avez le promeneur qui avance dans ce passage de l'opéra, et il arrive devant des coiffeurs pour dames. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le coiffeur qui est en train de couper les cheveux d'une dame blonde, et les cheveux tombent par terre, et il voit des serpents qui remuent, qui grouillent, et il se rend compte à ce moment-là qu'en français, il n'y a qu'une image qui existe pour parler du blond. C'est l'expression blond comme les blés. Blond comme les blés, malheureux, mais vous êtes pauvre. Et Aragon va vous faire 4 pages sur blond comme la flamme fleuse des Cytises, blond comme la pluie, blond comme les nuages d'après l'orage, blond. Vous avez 4 pages absolument magnifiques qui sont la langue d'Aragon, c'est merveilleux. Et à l'inverse, Elsa, vous avez vu dans le film là, elle a du mal. Elle a du mal à écrire, et donc quand il vient l'aider, elle lui dit « Tu peux m'aider à débrouiller ?» Là, vous voyez, on voit qu'elle est en train de relire des épreuves. Bon. Et elle s'arrête et elle lui dit « Tu vois, hein, si moi j'avais frappé à ton bureau et que je t'avais posé la question « Est-ce que je te dérange ?» tu m'aurais répondu « Oui, parce que j'écris un poème à Elsa. » Autrement dit, vous voyez, c'est la Elsa de chair, quoi, qui se révolte contre la place qu'a prise l'Elsa littéraire, l'Elsa des vers d'Aragon, et Aragon passe plus de temps avec l'Elsa de son écriture qu'avec l'Elsa réelle. Et ça, ce sera, je vous dirai tout à l'heure, pour finir.
finir ça, je vous lirai une lettre qu'on a retrouvée à ce sujet, où Elsa engueule son mari copieusement. Mais je vais vous la lire. Elle n'est pas destinée à être très connue, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Alors voilà, donc nous arrivons maintenant à la guerre, et c'est là que Elsa, le personnage littéraire d'Elsa, va prendre une dimension tout à fait importante, puisqu'au fond, Elsa va symboliser la France et la résistance. Alors il faut comprendre ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours épaté, c'est que quand vous demandez à des gens d'un certain âge qui ont vécu cette période, de vous dire, mais comment pouvez-vous penser que le poème « Les yeux d'Elsa », que vous avez entendu Michel Piccoli lire, et parfois lire à toute allure dans le film, les yeux d'Elsa, hein, tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour voir, j'ai vu tous les soleils venir se mirer. Bon, voilà que j'ai oublié, j'ai vu tous les soleils venir se mirer, si jetés à ravir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Vous voyez, mais on va dire, comment pouvez-vous penser que ce poème est un poème de résistance? C'est un poème d'amour. C'est un poème du poète, c'est un poète qui écrit à sa femme, à sa muse, comme disent souvent les hommes politiques. Ah oui, je vois que vous voulez plus que je dise la muse, mais vous avez raison. Enfin moi, chaque fois que quand je dirigeais la maison Elsa Triolet à Aragon, et qu'il y avait un homme politique qui venait saluer la tombe, puisqu'ils sont enterrés là tous les deux, se recueillir sur le tombeau des deux, chaque fois toujours cet homme politique repartait en disant « Ah, le poète et sa muse !» Et vous voyez, la muse, on va voir que c'est bien autre chose que la muse. Voilà. C'est une écrivaine, elle aussi. C'est un couple intellectuel, un couple d'écrivains. Pas seulement il y a lui qui écrit et elle qui est une muse, c'est-à-dire un être totalement, vous voyez, dans les nuages, dans les nuées, qui n'a pas d'existence propre. Alors, donc, comment ce poème, vous voyez, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Je trouve que c'est un des plus beaux vers de la langue française. Mais en même temps, vous voyez, où est l'appel à la résistance là-dedans? Vous voyez, on se dit, comment se fait-il que ce poème ait été compris à l'époque, ça on peut le confirmer, comme un poème appelant à la résistance contre l'envahisseur nazi? Eh bien, vous voyez, c'est tellement vrai que j'ai découvert ça en invitant à Saint-Arnoux, comment s'appelle-t-il, l'écrivain membre de l'Académie française, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, enfin qui lui, à 20 ans, a toujours dit qu'il était devenu résistant à cause des poèmes d'Aragon, de ce poème-là en particulier, mais lui, il a été gaulliste. Et alors, il me racontait que chez les gaullistes, on devait en avoir un peu marre des yeux d'Elsa, des yeux d'Elsa, des yeux d'Elsa. Et alors, les gaullistes les avaient surnommés les pupilles de la nation. Les pupilles de la nation, ce qui veut dire qu'ils avaient bien compris qu'il s'agissait de politique. Vous voyez, les pupilles de la nation, c'était justement ce qui était occupé à l'époque. Hein. Bon, alors, pourquoi ce poème est un poème de résistance? Eh bien parce que quand vous le lisez, et que vous lisez les poèmes autour, tous les poèmes autour portent pour titre la nuit. La nuit de mai. Mai, c'est l'attaque allemande et ça va être la défaite française. Et en même temps, c'est un poème de Musset. Vous voyez, la nuit de mai. Bon, donc c'est le poème. Mais en même temps, il y a la nuit de mai. Le mai, ça n'est pas seulement qu'une métaphore poétique, c'est aussi une réalité, la défaite française qui commence.
la nuit de Dunkerque. Dunkerque, vous savez, c'est la grande attaque sur les plages du Nord, dans lequel le soldat Aragon, qui va faire les deux guerres, le soldat Aragon, je ne vous en parle pas parce qu'on ne peut pas parler puisqu'on a décidé de parler d'Elsa Triolet, mais il a fait deux guerres, et Dunkerque, pour lui, c'est la plage de l'horreur absolue. Donc la nuit de Dunkerque. Puis vous avez la nuit de l'exil, c'est-à-dire qu'effectivement, avec la défaite française, va commencer pour lui l'exil et la résistance. Et vous avez la nuit en plein midi. Mais la nuit en plein midi, c'est quoi? C'est la nuit de l'occupation, même quand il fait jour. Vous êtes occupé par des armées, donc il ne fait jamais jour, en quelque sorte, vous voyez? Donc, vous voyez, les yeux d'Elsa, avec toute cette nuit alentour, ce sont les yeux qui voient clair dans la nuit qui est celle du pays à l'époque, qui est celle du pays occupé. Donc, vous voyez, les yeux d'Elsa, ce sont les yeux et Aragon va faire d'Elsa le personnage qui symbolise la France. Or, ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que, c'est une femme. La France est une femme. Alors qu'à l'époque, ce qui est valorisé, c'est l'arien, le mâle, le viril allemand. Vous voyez, le teuton. Voilà, donc c'est en quelque sorte, la France est une femme. Deuxièmement, c'est une étrangère. Autrement dit, c'est contre la doctrine de Pétain qui est les femmes à la cuisine, elles font qu'elles fassent des enfants, c'est tout ce qu'on leur demande, et c'est la France aux Français. Bon. Donc c'est une étrangère qui symbolise la France. Et troisièmement, c'est une juive. Elsa est de famille juive. Et vous savez que le statut des Juifs, enfin dans ces années-là, évidemment, voilà. Donc, vous voyez, faire de sa femme le symbole de la France, mais d'une France qui n'a rien à voir avec la France béthéniste, qui est la France de la ruralité, de la terre, qui ne ment pas, des femmes qui n'ont aucun rôle et aucune place, qui ne votent pas, etc., vous voyez, c'est en quelque sorte, quand plus tard Aragon aura ce vers, l'avenir de l'homme et la femme, c'est déjà ça qu'il fait vivre à ce moment-là. Les yeux d'Elsa, vous voyez, comment dire, c'est la célébration d'une image, en quelque sorte, de la France libérée, qui n'a rien à voir, évidemment, avec tout ce que l'on dit à l'époque. Donc, c'est pour ça que ce poème a été perçu, ressenti par ceux qui l'ont lu et qui l'ont découvert à cette époque-là, comme un poème de résistance. Voilà. Donc ça, c'est évidemment très important. Il y a un autre cas où, vous voyez, je disais, Elsa va jouer un rôle important et un rôle d'écrivain. C'est que Aragon va le saluer, ça, dans un poème qui s'appelle « Ce que dit Elsa ». Et en effet, on va voir qu'à ce moment-là, Aragon a une idée. L'idée, c'est il faut écrire. Il faut écrire. Pourquoi? Parce que la France est occupée. Le territoire français est occupé. Mais la culture française, elle, n'est pas occupée. Si on se tait, si en gros la France est occupée, tout le monde se tait, il dit les nazis ont gagné. Il faut parler, il faut faire entendre la parole de la France, c'est-à-dire la parole des siècles, la parole de la liberté, la parole de Voltaire, la parole de Hugo, de Rousseau, enfin, etc. C'est ça qu'il faut faire entendre. Vous voyez, et il faut le faire entendre pour, en quelque sorte, redonner le goût de la liberté à ce peuple
qui est complètement avachi dans la dévotion au maréchal Pétain, qui est applaudi partout, et la collaboration qui va quand même bon train. Donc, vous voyez, Aragon va avoir l'idée de dire, mais si on se tait, les nazis ont gagné. Vous voyez, si en gros on décide silence, vous voyez, c'est un peu comme la prudence, quoi. On ne sait pas bien où ça va aller, tout ça, on ne dit plus rien. Mais si, il faut parler, et il faut faire entendre la voix des siècles, la voix de la France, la voix de la liberté, etc. Alors ça va être pour lui son objectif. Hein. Je rappelle quand même qu'il a été désigné comme le représentant du travail en direction, le représentant du Parti communiste pour le travail en direction des intellectuels dans toute la zone dite libre, c'est-à-dire la zone sud, tant qu'elle a existé, et après novembre 1942, lorsque toute la France sera occupée pour le sud de la France. Hein. Et il va avoir un grand rôle de résistant. Hein. On a retrouvé les journaux qu'il a fait paraître, et les journaux qu'Elsa a écrits, par exemple, La Drôme en armes. C'est un petit journal qu'elle a écrit. On retrouve, vous voyez, à l'époque, il n'y avait pas encore d'imprimerie, il y avait bien sûr des imprimeries, mais on ne pouvait pas faire imprimer tout ce qu'on voulait. Donc c'était la machine à alcool, et on retrouve sa grande écriture. Elle avait une grosse écriture avec des grosses lettres, etc. On la retrouve dans des journaux de l'époque qui s'appellent La Drôme en armes, parce qu'ils ont été à un moment cachés dans la Drôme à Dieu-le-Fit, vous voyez, et à Saint-Donat. Bon, donc ce mouvement de résistance est évidemment important. Et Elsa va dire à Aragon, mais, parce que vous comprenez la difficulté, chanter la liberté, très bien, chanter la liberté et faire entendre la culture française, d'accord, mais vous avez la censure française, Vichy, la censure nazie, au-dessus. Si vous dites à l'assaut contre Hitler, etc., évidemment, vous ne pouvez pas apparaître. Donc Aragon va inventer ce qu'il va appeler la littérature de contrebande. La contrebande, c'est-à-dire, si vous voulez, il va le définir comme ça, employer des mots permis, mais pour faire naître des sentiments défendus. Vous voyez, utiliser des mots permis, mais pour faire naître des sentiments défendus. C'est ce qu'il fait avec Les Yeux d'Elsa, qui a l'air d'être un poème d'amour, vous voyez, mais qui en réalité, quand on le lit bien, cache autre chose dans ces lignes. Et ça, donc, la poésie de la résistance, quand vous lisez les textes d'Aragon, c'est assez étonnant de voir comment il arrive à... On croit qu'il parle du Moyen-Âge, on croit qu'il parle... Vous voyez, il y a un poème célèbre qui dit ça, il utilise le thème du roi de Shakespeare qui restait roi de ses douleurs. Vous voyez, il y a dans Shakespeare une tragédie, le roi qui est chassé de son trône et qui dit, mais vous pouvez, le roi Richard III, vous pouvez me chasser de mon trône, vous pouvez prendre ma couronne, vous pouvez prendre mon sceptre, vous pouvez occuper mon trône, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas me prendre, c'est ma vie intérieure, ce sont mes douleurs, ce sont sentiments. Et Aragon, il y a un poème magnifique où il utilise cette expression. Ma patrie est comme une barque qu'abandonnèrent ses haleurs, et je ressemble à ce monarque, plus malheureux que le malheur, qui restait roi de ses douleurs. Rester roi de ses douleurs, c'est-à-dire justement, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas nous prendre. C'est ce qui est consubstantiel à la France, c'est-à-dire sa culture, son esprit, son goût de la liberté et de l'égalité, etc. Voyez. Bon, donc, il va avoir toujours
cette nécessité d'utiliser un langage à clé, un langage codé. Par exemple, le philosophe aux cheveux roux, c'est Politzer, le philosophe aux cheveux roux, qui va être fusillé cette année-là. Il y a des poèmes où, par exemple, le poème où il parle de la forêt en Brocéliande, en Bretagne, cette forêt brocéliande, et il parle là, c'était une invasion de sauterelles vertes et grises. Mais vous voyez, quand les gens lisent ça, ils comprennent bien que les sauterelles vertes et grises, c'est pas vraiment, c'est autre chose que des sauterelles, quoi, vous voyez. Bon. Donc il y a des poèmes comme ça. Et Elsa lui dira toujours, sois plus simple, sois plus clair. On n'y comprend rien à tes poèmes, là, quand tu nous parles de Viviane, d'Esclarmonde, des fées du Moyen-Âge, de Perceval. Vous voyez, il y a un poème, Brocéliande, dont je parle à l'instant, où Aragon parle des jeunes gens qui envahissent les forêts. Ce sont évidemment les résistants. Et lui, il dit, c'est Perceval qui court dans la forêt, vous voyez. Mais Perceval, alors Elsa lui dit, mais on ne comprend rien à tes trucs, c'est trop compliqué. Alors voilà un poème où il a eu le courage de dire, mais tu as raison. Ça s'appelle « Ce que dit Elsa ». Je vais vous le lire si vous me le permettez. Tu me dis, vous voyez, il l'a fait parler, tu me dis que ces vers sont obscurs, et peut-être qu'ils le sont moins pourtant que je ne l'ai voulu. Sur le bonheur volé, fermons notre fenêtre, de peur que le jour n'y pénètre, et ne voilà jamais la photo qui t'a plu. Tu me dis, notre amour, s'il inaugure un monde, c'est un monde où l'on aime à parler simplement. Laisse là Lancelot, laisse la table ronde, Iseux, Viviane, Esclarmonde, qui pour miroir avait un glaive déformant. Tu me dis, laisse un peu l'orchestre des tonnerres, car par le temps qu'il fait, il est de pauvres gens qui, ne pouvant chercher dans les dictionnaires, aimeraient des mots ordinaires qu'ils se puissent tout bas répéter en songeant. Si tu veux que je t'aime, apporte-moi l'eau pure à laquelle s'en vont leurs désirs s'étancher. Que ton poème soit le sang de ta coupure, comme un couvreur sur la toiture chante pour les oiseaux qui n'ont où se nicher. Que ton poème soit l'espoir qui dit à suivre au bas du feuilleton sinistre de nos pas, que triomphe la voix humaine sur les cuivres et donne une raison de vivre à ceux que tout semblait inviter au trépas. Que ton poème soit dans les lieux sans amour, où l'on trime, où l'on saigne, où l'on crève de froid, comme un air murmuré qui rend les pieds moins lourds, un café noir au point du jour, un ami rencontré sur le chemin de croix. Pour qui chanter en voudrait-il la peine, si ce n'est pas pour ceux dont tu rêves souvent, et dont le souvenir est comme un bruit de chaîne, la nuit s'éveillant dans les veines, et qui parle à ton cœur comme un voilier levant. Tu me dis, si tu veux que je t'aime, et je t'aime, il faut que ce portrait, que de moi, Elsa, que de moi tu peindras, est comme un ver luisant au fond du chrysanthème, un thème caché dans son thème, un thème caché dans son thème, et marie à l'amour le soleil qui viendra. C'est-à-dire qu'il donne là la clé de sa poésie de la contrebande et il la met dans la bouche d'Elsa. Vous voyez, il faut que tu aies l'air de faire des poèmes d'amour, mais il faut qu'on comprenne qu'à travers l'amour,
tu parles du soleil qui viendra, c'est-à-dire de la liberté. C'est ça le poème, Les yeux d'Elsa, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voyez. Donc, vous voyez comment Elsa va devenir, durant toute cette période, va devenir en quelque sorte le symbole même de la France. Elle va participer activement à la résistance et en 1945, elle va être la première femme à recevoir le prix Goncourt. Elle va recevoir en 1947 la médaille de la résistance. Et il n'y a pas 5 femmes, vous voyez, les doigts d'une main qui l'ont obtenue, cette médaille. Il y a plein de mecs, mais les femmes, non. Donc elle va l'obtenir. Et vous voyez, quelle revanche pour celle qui a commencé à parler russe, qu'on n'a pas voulu éditer dans son pays, et qui maintenant non seulement est édité en français, mais qui devient une star. Le prix Goncourt, la médaille de la résistance. Vous voyez, elle dit, nous étions à la libération, nous étions les rois. Mais nous étions les rois, évidemment, ça ne va pas durer très longtemps. Et je vais me hâter maintenant vers ma conclusion, parce que Elsa va ensuite évidemment continuer de vivre et d'écrire. Elle va se dépenser vraiment pour la cause féminine. Elle écrit en 49, vous voyez, en 49, elle écrit dans les lettres françaises la dignité de la femme. Vous voyez, et ce texte extrêmement violent comprend ce passage. Croyez-vous que j'enfonce des portes ouvertes, que je prêche devant des convaincus? À l'usage, ces convictions ne sont chez les hommes que de faux semblants. La dignité de la femme en tant qu'être humain demande en premier lieu que la poussière des siècles soit enlevée de la tête des hommes. Et bon. 49, c'est l'année où Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe. C'est-à-dire que, vous voyez, Elsa Triolet est dans cette bataille du féminisme. Elsa Triolet est aussi dans une grande bataille, la bataille de la lecture. Elle va être présidente du Comité national des écrivains, qui rassemble des écrivains, et elle va notamment jouer un grand rôle pour faire en sorte qu'on lise dans les milieux populaires, dans les milieux ouvriers et populaires. C'est une grande bataille, ça, qu'elle va mener, et Aragon, en même temps, lui, va créer des éditions pour qu'on publie, pas seulement des écrivains qui ont collaboré, mais des écrivains qui ont résisté, qui ont participé, des écrivains populaires, des écrivains, vous voyez. Bon. Donc ça, ce sont les grandes batailles qui vont occuper Elsa, en même temps, en quelque sorte, que la bataille politique, la bataille contre la guerre du Vietnam, contre la guerre d'Algérie, contre aussi ce que l'on va découvrir en Russie. Elsa est russe. 56, c'est l'année du rapport Khrouchtchev, où l'on commence à avoir conscience et à dénoncer les crimes de Staline, toute la période terrible. Et Elsa Triolet va, par exemple, prendre parti pour comment s'appelle-t-il? Voilà que j'ai oublié son nom, que je ne le retrouve pas. Enfin, pour des écrivains russes qui vont Solzhenitsyn, par exemple. Elle va défendre Solzhenitsyn dans les lettres françaises.
Oui, c'est un réactionnaire, mais il faut qu'il écrive, c'est un grand écrivain, c'est un immense écrivain. Aussi un historien dont j'ai oublié le nom et dont je ne le retrouve pas, mais peu importe, si vous voulez. Elle va se battre avec Aragon autour de l'idée, le socialisme en France, la bataille politique en France ne peut pas se faire par les mêmes méthodes administratives, bureaucratiques, étatiques qu'en URSS. Et ça va être tout le combat d'Aragon et d'Elsa Triolet avec lui. Alors, ça va connaître évidemment un moment fort, le moment du portrait de Staline par Picasso dans les lettres françaises au moment de la mort de Staline. Bon, si vous le souhaitez, je vous raconterai dans la discussion, mais je veux maintenant conclure rapidement. Elsa va surtout être un écrivain de la résistance, bien entendu, elle va raconter tout ça, mais elle va aussi devenir, dans les années 50, un écrivain de la société qui change à ce moment-là. Ça va être Rose à crédit, ça va être l'âge de nylon, hein, ça va être l'âme, et ça va être des livres, livres comme ça. Alors vous voyez, l'âge de nylon, le nylon, c'est la matière moderne de l'époque, les bas nylon, c'est le moment où on va inventer la société de consommation, c'est-à-dire c'est le moment où va être pensé un concept qui auparavant était totalement imprononçable, celui des arts ménagers. Vous voyez, quand vous aviez les arts avant, c'était les musées, c'était les peintres, les artistes. Ménagers, c'était la cuisine, c'était autre chose. Mais les arts ménagers, d'un seul coup, ce sont les arts techniques mis dans les cuisines. Le frigidaire, le fer à repasser, les machines à laver, etc. Et donc, Rose à crédit est un livre tout à fait remarquable parce que Elsa a tout à fait l'idée que ça, c'est un piège qui est tendu au peuple. C'est-à-dire, d'une part, l'idée que c'est par la consommation qu'on est heureux, hein, en bouffant de tout, en étant victime de la publicité, c'est le moment où la publicité, évidemment, envahit tout. Et c'est aussi le moment où, avec le crédit, on va faire croire, les cartes de crédit, on va faire croire aux pauvres qu'ils peuvent vivre comme des riches, c'est-à-dire sans payer, puisqu'on a le sentiment qu'on ne paye jamais avec ces petites cartes-là, vous voyez. Donc vous avez un très beau livre là, et il a été mis en film par le cinéaste israélien Amos Gitaï, et c'est un très beau film, mais le livre qui sert de base et qui exprime justement ce pouvoir d'illusion. Hein. C'est Martine, une jeune fille d'un milieu populaire très pauvre, qui naît et qui devient esthéticienne, qui travaille chez un coiffeur, et alors aussitôt les parfums, la mode, vous voyez, tout envahi, et elle croit à ça. Il lui faut un frigidaire, il lui faut, enfin vous voyez, c'est presque la chanson de Maurice Vian, un frigidaire, je sais plus, enfin les trucs, bon, vous voyez, un autocuiseur et d'un lopio, etc. Vous voyez, il lui faut tout ça pour être heureuse. Et pendant ce temps, son mari, lui, il ne rêve que d'une chose, c'est un savant. Et il rêve d'inventer une fleur, une rose, unique, qui porterait le nom de sa femme. Voilà. Alors ce sont ces deux êtres-là qui vont vivre et qui vont, évidemment, ça va mal finir. Donc ce roman d'Elsa Triolet est très beau parce que c'est un des rares livres de ces années-là qui est autant sensible à cette France qui monte, là, les 30 glorieuses, comme on va dire, hein, et qui est en fait évidemment un piège. Voilà. Elsa Triolet s'est éteinte le 16 juin 1970 à Saint-Arnoux en Yvelines, dans son parc,
après avoir écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le rossignol se tait à l'aube ». Et dans lequel, avec une sorte de vision, vous voyez, un peu, elle imagine sa propre mort. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle va mourir comme elle l'écrit dans son livre, presque. Enfin, vous voyez, on ne peut jamais... Mais en tout cas, c'est une méditation sur la douce amère, sur la vieillesse, sur, au fond, qu'est-ce que c'est que devenir quelqu'un de célèbre, vous voyez, et de ne pas l'être, faut-il en vouloir, etc. Alors, je voudrais, pour finir tout à fait, quand même vous lire un texte que moi je trouve extraordinaire et que je trouve pour être un des plus beaux textes qu'elle ait écrit. Et c'est un texte qui concerne votre région, parce qu'il concerne la guerre d'Espagne. Vous savez qu'en 1936, Aragon et Elsa Triolet vont aller en Espagne avec un camion, enfin porter des livres pour les écoles des républicains à Madrid, pour les bibliothèques universitaires, des vivres et des armes pour les républicains. Et ils vont... vous savez qu'Aragon, ça porte le nom d'Aragon, vraisemblablement, c'est le nom de personne de sa famille, Aragon. Hein? C'est un nom, par contre, qui a une consonance en Espagne. L'Aragon est évidemment... Bon, voilà, alors, en réalité, Aragon, il a fallu appeler Aragon parce que son père s'appelait Louis Andrieux. Et son père, qui ne l'a pas reconnu, qui n'a pas reconnu l'enfant qu'il a fait, et qui a quand même voulu qu'il porte les mêmes initiales que lui. L.A. Louis Andrieux, Louis Aragon. C'est ce qui fait qu'Aragon va très vite abandonner Louis et se faire appeler seulement Aragon. Vous voyez, tous ses livres sont signés Aragon. Louis, c'était la chose de commune qu'il avait avec son père qui ne l'avait pas reconnu à sa naissance. Et Aragon, eh bien, c'est le nom d'une province espagnole. Il fallait trouver un nom qui commence par A, pour faire Andrieux, en quelque sorte. Et comme Andrieux avait été ambassadeur de France en Espagne, et qu'en Espagne, il y a une province qui s'appelle Aragon, on a donc appelé Louis Aragon. Donc, vous voyez, Aragon, il a toujours pensé, il a toujours dit et écrit, il y a un vers de lui qui dit « Je porte dans mon nom le raisin d'Espagne ». Voilà, le raisin d'Espagne, Aragon. Eh bien, Aragon a toujours été bouleversé de voir la manière peu reluisante dont on a traité le Front populaire espagnol, en refusant d'en être solidaire. Et quand ils ont vu comment à la retirada, comment on traitait les Espagnols, les républicains, en les mettant dans des camps, ils sont venus ici et ils sont venus les accueillir. Et Elsa Triolet a écrit un texte que moi je trouve formidable et qui s'appelle « J'ai perdu mon cœur au Boulou ». Le Boulou, vous le savez, c'est la ville frontière espagnole. Je vais vous lire un petit extrait de ce texte. « J'ai perdu mon cœur. J'ai vu pendant la Grande Guerre à Moscou les réfugiés venant de Pologne, troupeaux lamentables, gémissant, soupirant, criant, s'arrachant les choses qu'on leur donnait, exténués de fatigue et de misère, couverts de crasse et de vermine. Ceux que je viens de voir, les Espagnols, sont presque immobiles, calmes, parlant peu et pas très fort. Ils sont terriblement sages, ils sont modestes à pleurer, ils sont confiants, ils attendent devant les gares, devant et dans les camions, sur la paille des locaux où on les a abrités, dans les queues de distribution de vivres, de vêtements. Ils ne se disputent pas, ils ne crient pas. Si par hasard votre rencontre regarde le leur, ils s'allument dans leur visage un sourire aveuglant. De beaux visages,
que le désordre des cheveux, la pauvreté des vêtements presque toujours propres n'arrivent pas à détériorer. Partout où ils vont, la population tend vers eux des bras secourables, mais ceux qui tendent leurs bras n'ont pas beaucoup à donner. À Perpignan, dans les villages avoisinants, on les loge. Ils sont soignés avec un dévouement qui vous redonne confiance dans les hommes. On fait de son mieux, mais ce mieux est bien atroce. De grandes salles, salles de réunion, de bals, de cinéma, locaux désaffectés, anciens hôpitaux, des espèces de hangars, d'écuries, presque tous sans lumière, sans chauffage, de la paille par terre, le linge qui sèche un peu partout, de grands chaudrons de soupe fumante, parfois quelques cuvettes et une infirmière. Je suis parti en voiture à travers un paysage frisé comme la chicorée, par des routes argentées de platanes, entre des vignes qui, on dirait, poussent à l'envers, les racines noires en l'air. Il pleut sur cette route venant d'Espagne. Il pleut dans la petite ville, le Boulou, sur la foule, devant la gare, 1 millier de personnes, des femmes, des enfants. On ne les entend presque pas. Ils sont assis sur leur hardou, debout, et ils attendent un train qui viendra on ne sait quand, qui partira on ne sait où. Ils attendent. Ils n'ont l'air ni malheureux ni impatients. Des gosses courent dans les jambes des grands, mais les mères poussent des cris inquiets. Ceux qui ne veulent pas encore marcher, elles les tiennent dans leurs bras. Les autres, il faut qu'ils soient tout seuls, ils sont sages. Une petite fille, de 4 ans peut-être, maigrichonne, nu-tête, les cheveux décolorés par le grand air et le soleil et le vent, au point d'être devenue blonde, mais bien brune en dessous. Un petit visage luxueux de fragilité, de tendresse, des yeux verts, avec de longs cils de star, avec un peu de rose sur les joues, traversant leur pâleur, me barra le chemin. Elle était très occupée à arranger le lacet de son soulier, étonnamment éculé. Ses doigts, trop petits et trop engourdis, essayaient vainement de tirer sur le long lacet qui traînait par terre. Je m'arrêtais pile. J'avais envie, terriblement envie de l'emporter dans un endroit où il ne pleut pas, de lui mettre des souliers secs, de lui donner des bottes joues et une poupée. On ne me l'a pas permis. Il paraît qu'il y a des règlements, des autorités, des départements, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Je suis rentré à Perpignan le soir. Une lune pâle et bien nourrie pendait dans le ciel et éclairait les gros platanes. Je pense à la petite fille d'hier, celle de devant la gare, sous la pluie, avec ses cils luxueux. Je m'ennuie déjà terriblement sans elle. J'ai perdu mon cœur devant la gare du Boulou. Nous roulons, il fait toujours incroyablement beau et doux, dans le calme traître de ce paysage piqué de silhouettes de gardes mobiles. Je pense à la petite fille. J'ai perdu mon cœur au Boulou. Excusez mon émotion, chaque fois que je lis ce texte, bon, vous avez compris. Mais je ne pouvais pas venir ici sans vous dire ça. Merci beaucoup de votre... On a échappé parce qu'ils étaient clandestins, ils se sont cachés, mais on a retrouvé quand même on sait qu'aujourd'hui on peut avoir accès aux archives militaires de ces années-là, et on a retrouvé, c'est Marianne Delranque qui a écrit un livre sur Elsa Triolet dans la Résistance que vous trouvez là à la sortie.
on a retrouvé un certificat des SS disant il faut arrêter la juive Elsa Triolet et son mari juif aussi. Vous voyez, Aragon aussi a été... voilà. Et Aragon, cela me donne l'occasion de le souligner. Aragon est le premier écrivain qui va parler de la Shoah, qui va parler d'Auschwitz dans sa poésie. Vous savez, on dit souvent, il y a eu un débat pour dire on ne savait pas tout ça, etc. Eh bien, il y a un poème d'Aragon qui paraît dans un recueil qui s'appelle « Le musée Grévin ». Eh bien, dans ce recueil, vous trouvez deux strophes qui sont celles-ci. À Auschwitz, donc, aux confins de Pologne existe une géhenne dont le nom siffle et souffle une affreuse chanson. Auschwitz, Auschwitz, ô syllabe sanglante, ici l'on vit, ici l'on meurt à petit feu, on appelle cela l'exécution lente. Une part de nos cœurs y périt peu à peu. Mirage de la faim, mirage de la soif, ni le Christ n'a connu ce terrible sanglot, ni ce, je ne sais plus, effrayant désastre de l'univers dans un fond inhumain, quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, ils ont été sur ce terrain-là particulièrement actifs et sensibles. Je ne sais pas, Elsa était d'une famille juive, mais n'a jamais pratiqué ni a mené une existence parfaitement athée. Mais en tout cas, oui, dans ces années noires, oui, on l'a traqué comme tel. Il y avait un décret d'arrestation signé de je ne sais plus quel Obersturmführer de la Gestapo qui demandait son arrestation. Et ils ne l'ont jamais trouvé. Les Aragons ont passé leur résistance planquée d'abord à Nice, en zone sud. Ensuite, ils ont quitté Nice par le dernier train lorsque les Italiens sont venus envahir le sud de la France. Et le 11 novembre 1942, ils se sont réfugiés alors dans la Drôme, je l'ai dit, à Saint-Donat. Et puis ensuite, ils ont vécu à Lyon, cachés chez leur ami Tavernier, le père du cinéaste Bertrand Tavernier, qui tenait une revue de poésie à Lyon. C'est là qu'ils vivaient avec des faux papiers, évidemment. Et ensuite, ils se sont camouflés à Saint-Donat, dans la Drôme. Ils ne sont sortis de la clandestinité qu'en 1944, mais ils ont été des résistants actifs. Je répète, Aragon a été quand même, on l'oublie toujours, mais celui qui organisait la résistance intellectuelle dans le sud de la France, dans toutes ces années-là, sous le pseudonyme de Gérard. Et il a, par la suite, il a publié sous son nom tant que c'était possible, et ensuite il a pris des pseudos. Et le pseudo qui revient le plus, c'est celui de François Lacolère. Il a publié sous le nom de François Lacolère. C'est très émouvant de retrouver aujourd'hui. On en trouve parfois chez des bouquinistes, chez des petites plaquettes de l'époque, François Lacolère. Pardon ? Je dis, elle n'a vraiment jamais divorcé, elle est toujours restée Elsa Triolet. Elle est toujours restée Elsa Triolet, oui. Alors, ils ont jamais divorcé. Je vous ai donné la raison, mais la raison est tout autre. Ils se sont quand même mariés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont quand même bien dû divorcer. On ne le sait pas trop, mais ils ont divorcé et ils se sont mariés en février 1939 avec Aragon. Ils se sont mariés parce qu'ils se sont rendus compte que la guerre allait éclater et que s'ils partaient à la guerre en vivant avec elle mais sans être mariés, et s'il était arrêté ou blessé, elle n'en saurait rien. C'est-à-dire qu'on ne la préviendrait pas. Alors ils se sont mariés
avec deux copains, Paul Éluard et Georges Sadoul. Ils se sont mariés dans vite fait, bien fait, dans une mairie parisienne pour pouvoir échapper à en cas de pépin, en quelque sorte, que Elsa Triolet soit prévenue, quoi. Oui. Mais c'est difficile de les séparer. Oui. Et vous nous avez dit qu'elle avait eu le prix Goncourt. Oui. Et pour quel roman? Ah oui, pour un roman qui s'appelle Le premier accro coûte 200 francs. Voilà, excusez ma vieillesse, hein, voilà. Le premier accro coûte, pourtant je le sais par cœur, le premier accro coûte 200 francs. Et vous savez ce que c'est, le premier accro coûte 200 francs? Eh bien, c'est, vous savez que la radio de Londres balançait des mots d'ordre comme ça, vous voyez, qui paraissaient bizarres, mais qui étaient des mots d'ordre planqués, camouflés. Eh bien, le premier accro coûte 200 francs, c'est le mot d'ordre qui annonçait le débarquement des Alliés en Provence. Voilà. Et donc, c'est en effet un texte dans lequel il y a des nouvelles, c'est un texte composé de nouvelles, et qui évoque justement, oui, ces années sombres de la résistance et la manière dont elle les a vécues. Oui. Être engagé. J'accuse Flaubert de la Commune, du sang tombé pendant la période de la Commune, parce qu'il n'a rien dit pour l'empêcher. Voilà, ça. Hein. Donc, vous voyez, l'engagement. Mais dans ce même texte, il dit, il faut s'engager, et il le faut. Et en même temps, il dit, la poésie de la résistance, ça vaut pas tripette. Alors, je ne sais pas si vous voyez la tronche d'Aragon. Vous voyez, quand on lui dit tous les vers que tu as pondus, qui sont célèbres et que tous les gens se récitent et connaissent par cœur, et que, oui, ça vaut pas tripette, oui, bon, c'était quand même pas très sympa pour Aragon, la poésie de la résistance. Et puis, deuxièmement, quand même, Aragon lui fera remarquer, mais, vous voyez, un peu comme la cigale et la fourmi, mais que faisiez-vous au temps chaud? Vous nous dites, il faut être engagé, mais vous le dites en 1945. Vous voyez, que faisiez-vous dans les années qui précèdent? Vous voyez, c'est un peu... Et ça, il y a de nombreux résistants qui vont dire ça à Sartre, notamment le Canguilhem, un philosophe, et qui défend son ami, un de ses amis qui est mort fusillé par les nazis, et qui dit, vous voyez, oui, il y a les philosophes qui viennent nous dire, il faut avoir une conscience engagée, mais leur existence... Vous voyez la phrase de Sartre, la fameuse phrase de Sartre, l'existence précède l'essence. Bon, alors l'existence précède l'essence, d'accord? Enfin, là, en quelque sorte, vous voyez, qu'a fait votre existence avant que vous découvriez que son essence, c'est d'être engagé, vous voyez? Bon, enfin, c'est un peu, voilà. Donc, Aragon a toujours refusé qu'on le dise que c'est un auteur engagé, parce qu'il menait la bataille idéologique, la bataille de classe, contre Sartre. Hein. C'est Sartre qui vous dit, au nom d'une métaphysique de la liberté, puisqu'il a publié en 1943 son livre « L'être et le néant hein, », qui est le grand roman de la liberté métaphysique des humains. Vous voyez, c'est Sartre qui écrit, il l'écrit dans les lettres françaises, comme quoi Aragon est généreux, mais il écrit « On n'a jamais été », la fameuse phrase, « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Voilà, alors, Sartre voulait dire, évidemment, là, dès qu'on fait quelque chose, ça peut se retourner contre vous. Donc, vous éprimez votre liberté constamment, parce que ça peut toujours mal tourner. Mais enfin, vous voyez, dire à Aragon, qui a resté pendant 5 ans planqué, à vivre dans des fermes perdues dans les montagnes, pour pas qu'on le trouve, avec sa femme, dire on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation, il ne faut pas se foutre du monde, quoi, vous voyez, il aurait répondu, voilà.
Donc c'est pour vous dire, les rapports, vous voyez, n'ont pas toujours été évidemment amicaux, même si, moi j'ai cité ce texte d'Elsa Triolet sur les femmes parce qu'on l'oublie toujours. C'est Simone de Beauvoir qui a le monopole d'avoir fondé le mouvement féministe. Je ne veux pas lui retirer l'importance qui est la sienne. Mais dire qu'elle a été la seule, non, je crois que c'est pas vrai, c'est pas exact. Tout à fait. Oui, c'est inspiratrices et qui sont aspirées par l'homme qui les aime. Très beau ce que vous dites. Ben oui, parce que c'est la norme, malheureusement. Donc, quand on regarde, par exemple, Pétrarque, ah oui, ben voilà, oui. C'est exactement ça. Pétrarque et Laure, Dante et Béatrice, Oui. Tristan et Iseux, donc on a tout un Abélard et Héloïse. Mais oui, et quand on lit, parce que Abélard et Héloïse, toutes les lettres d'Héloïse, où elle lui dit carrément, bon, pas dans le langage que j'emploie, mais j'ai eu des nouvelles de toi parce que tu as écrit à tes copains. Donc, moi, je me suis fait bonne sœur, pas du tout pour Dieu, mon Dieu, c'est toi. Elle le lui écrit texto. Et ces lettres-là, malheureusement, devraient être lues à toutes les jeunes filles. Ça devrait être lu dans les collèges, dans les lycées, parce qu'il y a vraiment un corpus extraordinaire. Mais c'est aspiré. Hein, on met Abélard. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est Émilie du Châtelet et Voltaire. Donc, à la mort d'Émilie du Châtelet, Voltaire a fait publier. Mais il n'empêche que, puisqu'on parle de muse, le Newton de Voltaire, c'est le Newton écrit à deux mains, puisque la scientifique haut de gamme, c'est Madame du Châtelet. Puisque, après la mort de Madame du Châtelet, Voltaire n'écrira rien de scientifique, alors qu'il en est capable. Donc on a le Newton, qui est donc signé Voltaire, avec toujours cette inspiratrice. Donc elle est sur la couverture du livre comme muse. Hein. Et donc là c'est très très intéressant, et il faut vraiment que ça soit enseigné. Sinon on se retrouve toujours, et il n'y a pas à s'en étonner, à parler naturellement beaucoup, disons plus, de l'écrivain que de l'écrivaine, du scientifique, même amateur, que de la scientifique, même professionnelle. Et ça, c'est une question de pédagogie. Et c'est pour ça que l'Université populaire du travailleur catalan, c'est merveilleux. C'est toujours de très très bon niveau. Et tout ce que vous avez dit, vraiment, je vous remercie, j'ai appris beaucoup de choses. Et quand on veut mettre vraiment la lampe de poche sur la femme, ça demande une petite gymnastique. Hein, mais en ce moment, c'est bien parce qu'on a justement cette, on en parle beaucoup, cette idée d'invisibilisation des femmes. Y compris quand on parle de la résistante, toutes les résistantes. Les femmes sont, je suis désolée de dire ça, mais quand même moins vaniteuses que les hommes. Pour attraper un homme, on le flatte. Voilà. Il y a beaucoup de vanité, beaucoup. Alors, pendant la guerre, les femmes, vraiment, ont fait un travail remarquable qui n'est pas assez connu pour les mêmes raisons, parce qu'elles ne sont pas allées chercher des médailles, et des articles, et des postes, et tout ça. Elles ne se sont pas battues pour ça. Et au Panthéon, par exemple, je ne sais plus laquelle, mais moi ça m'a fait beaucoup rire, on a rentré son mari. Donc il y a une femme au Panthéon, et alors et ben voilà, donc tout ça, c'est très intéressant à observer, sans agressivité. Simplement, comme on fait une collection d'insectes, alors. Et comme ça, on peut avancer. J'ai parlé trop longuement. Mais non, pas du tout. Je fais un numéro spécial hors série qui aurait dû être là. Et malheureusement, Jean Malik m'a dit qu'il n'avait pas pu les récupérer. C'est la Poste qui nous... Ou la Poste, enfin bon. Mais vous voyez, il va les recevoir et il vous met là-bas... ça s'appelle Le Feu d'Elsa. Bon, c'est donc... Il lui est consacré. Et vous voyez, hein, ah non, pas la muse. C'est le titre de l'article que j'ai écrit
qui est là-dedans. Voilà, c'est pour vous approuver. Bien sûr, Oh, est tout à fait remarquable. Il y a même un inédit que j'ai réussi à retrouver parce que ils sont venus à Saint-Denis tous les deux dans le département dont je viens, et ils sont venus à Saint-Denis en 1959, donc peu importe, mais ça s'est terminé par une soirée au théâtre municipal. Et alors Elsa a prononcé un discours ce soir-là qui n'est pas du tout connu, qui n'a jamais été répertorié. Alors j'ai réussi parce que à ce moment-là on prenait des notes dans les j'ai réussi, il y a sûrement un employé municipal de Saint-Denis qui a dû taper avec la bande, qui a dû taper le discours d'Elsa, je l'ai retrouvé. Il a fallu que je change quelques trucs parce que c'était manifestement pas les mots justes. Mais enfin, le texte est publié là. Et alors Elsa commence, je trouve que c'est très beau. Elle dit « Bonsoir, chers amis, si vous me le permettez, je vais mettre mes lunettes sur mes yeux d'Elsa. » Parce qu'elle était évidemment un peu âgée en 59, hein, et oui, donc elle voulait faire comprendre ce qu'elle dit dans le film, que les yeux d'Elsa, évidemment, ils sont éternels, mais dans la réalité, les yeux de l'Elsa, oui, de temps en temps, ils avaient besoin de lunettes. Quand Aragon dit « J'ai tout appris de toi sur les choses humaines », c'est énorme. Est-ce que c'est une formule poétique selon toi, ou est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Il a appris à lire, par exemple, avant de vous connaître Elsa. Il y a un Aragon avant Elsa, bien entendu. Bon. Puisque quand ils se rencontrent, c'est plus des jeunes gens, des jeunes perdreaux de l'année, si vous voulez. Ils ont 30 ans, quoi, vous voyez. Bon. Et ils ont eu, d'ailleurs Aragon qui était jaloux, il y a un poème où il dit « Mais il y a eu des hommes avant moi, il y a eu des hommes avant moi. » Oui, bien sûr, il y a eu des hommes avant lui. Et elle aurait pu lui dire « Mais il y a eu des femmes avant moi. » Donc, on a appris, évidemment, des choses, tu vois. Mais j'ai tout appris de toi sur les choses humaines. C'est évidemment une formule, il ne dit pas « j'ai tout appris de toi », j'ai appris de toi sur les choses humaines, c'est-à-dire sur les sentiments, sur la vigueur d'une vie affective. Quand tu vis 45 ans avec quelqu'un, évidemment, tu vois, ça, et tu fais le tour d'un certain nombre de questions et d'expériences humaines, de pratiques, et donc, alors on peut dire, oui, c'est un peu flatteur, mais en même temps, sans doute, non. Quand il lui dit « ma vie est à partir de toi », et c'est un thème qu'elle utilisera elle aussi. « Je date ma vie du jour de notre rencontre », écrira-t-elle. Donc tu vois, alors on peut dire, ben, c'est pas vrai, vous avez, bon. Mais enfin, voilà, c'est la beauté de la chose, la beauté de l'amour, voilà.